L'éducation vous est présentée par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. L'interdiction du camis et de l'abaya et de toutes les discussions en cette rentrée scolaire. Un impératif selon le gouvernement, mais une polémique partout ailleurs. On parlera de cette première mesure de rentrée du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, avec nos invités. Et si vous aviez la solution pour motiver vos élèves, 20 pratiques pour enseigner autrement, c'est le projet d'Émile Lemaine et c'est le bon point du jour. Dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Loïc Landreau fera la lumière sur un des scandales de l'été, pas vraiment de mystère, c'était sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité de l'éducation avec Loïc. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On revient d'abord sur le suicide de Nicolas, 15 ans, victime de harcèlement scolaire. C'était mardi soir à Poissy, en région parisienne. Oui, l'adolescent et sa famille avaient pourtant prévenu l'établissement en décembre dernier et déposé une main courante en février. Mais il dénonçait depuis plusieurs mois l'inaction des autorités comme du lycée. Nos confrères d'RTL se sont rendus dans son ancien établissement où ses camarades se souviennent d'un adolescent solitaire qui cherchait à passer le plus inaperçu possible. Et il dénonce également de façon unanime l'ambiance délétère qui règne au cœur de ce lycée. Vous voyez, il était seul, il était triste, il était toujours dans un coin, seul avec son téléphone ou avec ses écouteurs. Franchement, ça me faisait de la peine. Franchement, Adrienne Volant, c'est vraiment pas un lycée à fréquenter. J'ai déjà été voir des surveillants pour dire oui, j'ai trouvé cette personne-là qui pleurait dans les couloirs mais qui veut pas me parler parce que peut-être elle a peur. Il faudra plus travailler sur le harcèlement et plus punir les harceleurs, plus sensibiliser les personnes davantage et davantage. Cet après-midi sur Europe 1, le père de Nicolas a détaillé le calvaire que vivait son fils. Je le cite, « On le traitait de tous les noms, il se faisait tabasser, ça faisait 2 ans qu'il était harcelé, mais on ne le savait pas. Au mois de février, il a voulu se tuer avec un couteau. Il en a parlé au psychologue qui nous l'a dit, c'était de l'acharnement. » À savoir que Brigitte Macron s'est rendue à Poissy cet après-midi avec Gabriel Attal pour rencontrer justement les parents du jeune Nicolas. Et du côté des associations, eh bien, elle demande à ce que la mise en place du plan gouvernemental contre le harcèlement soit effective au plus vite. Elles estiment que fin septembre, c'est beaucoup trop tard, notamment parce que la rentrée est toujours un moment délicat pour les jeunes harcelés. Écoutez Elian Potier, le président de l'association Urgence Harcèlement, c'était ce matin sur RMC. Il y a un niveau de stress qui est quand même élevé à la rentrée pour ces jeunes parce que justement il y a une coupure où physiquement on ne voit pas ces harceleurs. C'est horrible pour eux de pouvoir se dire que en retournant dans leur établissement, ils vont devoir supporter encore les insultes, les moqueries et même les coups. Et pour conclure sur ce sujet, ce matin sur France Inter, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé que le plan qui sera présenté par Gabriel Attal, donc à la fin du mois, fera en sorte qu'il n'y ait plus un seul établissement en France sans une personne spécialiste et référente sur le harcèlement. Et bien sûr, nous traitons ce sujet, évidemment, sur les semaines à venir, comme toujours dans le Grand JT de l'éducation. Un mot également de l'interdiction de l'abaya, qui continue de diviser au sein de l'éducation nationale. Oui, il est vrai que ce décret a factuellement rassuré un bon nombre de chefs d'établissement qui y voient enfin une règle claire et donc une façon de la faire appliquer sans détour. Mais d'autres continuent de s'y opposer et ne souhaitent pas stigmatiser leurs élèves de cette façon, arguant qu'il ne s'agit pas d'un vêtement religieux. Eh bien, pour Gilles Kepel, qui est spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain, c'est effectivement vrai. Il confirme que ce n'est pas un vêtement religieux. Pour autant, il a souhaité replacer l'abaya dans son contexte culturel et politique et pour lui, il est le marqueur d'une vision ultra-rigoriste de l'islam. C'est quelque chose qui a été imposé par le salafisme rigoriste en Arabie Saoudite, ultra rigoriste, un peu le wahhabisme, au moment où les femmes sortaient des harems, sortaient dans l'espace public. Aujourd'hui, tout ça en Arabie Saoudite, ça n'existe plus. Il y a des gens qui continuent à le pratiquer s'ils le désirent, mais ça n'est plus du tout une obligation. Mohammed Ben Salman a éliminé cette obligation. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, un grand nombre de Saoudiennes ne veulent plus en entendre parler. Pour elles, c'est la fin de l'oppression. Alors, donc, ce n'est pas un vêtement religieux, mais c'est un vêtement salafiste d'une typique de musulman, mais au sens large, mais salafiste, c'est-à-dire d'une conception ultra rigoriste de l'islam, qui surtout a pour but d'influencer les autres jeunes filles de confession musulmane en leur disant si tu n'es pas comme ça, tu es une mauvaise musulmane, tu es une mécréante, etc.
Et au cours de cette même interview, Gilles Kepel, qui dirige également la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École normale supérieure, a tenu à apporter son soutien à tous les enseignants à qui on demande d'être des remparts de la République dans un contexte de dévalorisation sociale. Autrefois, les enseignants étaient ce qu'on appelait les hussards noirs de la Troisième République. Ils étaient correctement payés, ils étaient reconnus et valorisés. Aujourd'hui, ils sont totalement dévalorisés socialement. Et ce sont eux à qui on demande, en les traitant aussi mal, de défendre la République face à ces atteintes. Là, il y a une véritable réflexion, c'est une véritable urgence. Et j'en appelle à M. Attal, qui semble désormais très aux manettes dans son ministère, et au président de la République lui-même, pour faire quelque chose, pour s'adresser au malaise de ces enseignants. Au cœur de l'actualité également, le poids des cartables. Dès le CP, les enfants doivent porter chaque jour des charges que beaucoup de parents estiment bien trop lourdes. Et chaque année, et même depuis que je suis moi-même tout petit écolier, on entend souvent que les enfants risquent des problèmes de dos, des scolioses. Mais selon le docteur Jimmy Mohamed, il n'y a aucun lien scientifique qui a été établi entre le poids des cartables et l'apparition de scoliose chez les enfants. Et ce matin, il a tenu à casser les idées reçues. Pas de déformation, pas de bascule du bassin, de compression respiratoire ou encore moins de scoliose. Un cartable trop lourd, évidemment, ça va être source d'inconfort et en fin de journée, l'enfant peut avoir des douleurs au niveau du dos ou des cervicales. Mais attention, faut pas faire peur aux parents, pas de séquelles irréversibles. Les enfants peuvent porter des charges un peu lourdes, mais adaptées à leur morphologie. Et la musculation, en fait, c'est pas un gros mot chez l'enfant. Les enfants doivent apprendre à porter des charges et contrairement aux idées reçues, ils sont assez forts musculairement pour avoir quand même des petites charges sur le dos. Jimmy Mohamed qui déconseille par ailleurs les cartables roulants qui, selon lui, sont souvent tirés de manière anarchique et non symétrique par les enfants et qui peuvent donc, eux, créer des problèmes de dos. Et on termine avec cette alerte aux désinfectants dans les écoles. Boutons, brûlures, rougeurs, démangeaisons. Entre 2017 et 2022, 118 enfants ont été victimes de réactions cutanées dues à des désinfectants utilisés dans les écoles et plus particulièrement dans les écoles maternelles. C'est ce que révèle un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui tire la sonnette d'alarme. La plupart des blessures sont en fait causées par la désinfection des toilettes, mais aussi au niveau des tables, des chaises et des jouets. Et l'agence précise également que les cas ont fortement augmenté en 2020-2021 avec évidemment toutes les actions de désinfection liées au Covid-19 et elle recommande à tous les établissements de se mettre en rapport avec elle pour adopter leur process de bonnes pratiques et donc mieux protéger nos enfants. Merci beaucoup Loïc. Je ne veux pas d'une école où on pourrait identifier la religion d'un élève en le regardant. Ce sont les mots de Gabriel Attal. Et c'est comme ça que l'Abaya se retrouve sous les feux des projecteurs en cette rentrée scolaire. Lundi, 298 élèves sont arrivés dans cette tenue, mais seuls 67 d'entre eux ont refusé de l'enlever. La loi de 1905 est évidemment invoquée, tout comme celle de mars 2004 qui interdit le port de signes et de tenues ostensibles religieuses par lesquelles évidemment les élèves manifestent une appartenance religieuse. Alors objet religieux pour certains, culturel pour d'autres, cette première mesure au nom de la laïcité, c'est la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Olivier Beaufrère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national éducation et pédagogie du SNPDEN-INSA. Et Yanis Roder, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur d'histoire, membre du Conseil des sages de la laïcité, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Je cite: « La loi protège la foi à condition que la foi ne veuille pas faire la loi », disait Aristide Briand en 1905, année de cette fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État, loi dont on ne cesse de parler en cette rentrée. On en a parlé évidemment ensemble, tous les trois, sur des plateaux différents, puisque le problème de la laïcité se pose non pas que en cette rentrée, mais bien avant. Même si la gauche a poussé des cris d'orfraie, eh bien tous les chefs d'établissement, a priori, le demandaient, vous allez me confirmer ou pas. Il fallait un marqueur fort pour cette rentrée, donc le ministre a choisi la défense de la laïcité, puisque sa première mesure finalement, c'est ça. Est-ce que finalement vous avez ressenti cette annonce comme une annonce politique l'un et l'autre? Olivier Beaufrère. Écoutez, nous avions vécu l'année dernière une année particulièrement sensible et tendue, avec une augmentation effectivement des montées de tenues qui étaient peut-être un peu stigmatisantes, et effectivement on nous avait demandé à l'époque de faire des remontées. Ce qui veut dire que les chiffres ont augmenté de manière importante. Nous attendions effectivement
une position que nous pouvions tenir et suivre. Nous, il nous fallait un indicateur, un marqueur, et je pense qu'avec la note de service et l'écrit aux familles, le nouveau ministre s'est engagé. Et ça vous rassure ? Ça nous aide et ça nous accompagne. N'oublions pas que certains de nos collègues pouvaient être parfois en assez grande difficulté avec un nombre très important, effectivement, de jeunes filles en abaya, surtout de jeunes filles et puis parfois de jeunes garçons. On va parler évidemment de ces tenues religieuses, on va parler de la laïcité de manière générale. Je voudrais juste rester en tout cas en premier débat sur l'opération de communication ou pas. Est-ce que selon vous, Yanis Roder, c'est un geste politique, un clin d'œil vers la droite ? Non, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas il y a peut-être un calcul politique, mais enfin moi il m'échappe ou il m'échapperait. Mais je n'y crois pas trop parce que je crois que il y avait vraiment une nécessité de prendre une décision, en tout cas d'avoir une parole qui soit entendue par les chefs d'établissement, parce qu'il existait une circulaire, mais c'est vrai que pour aller dans le sens du représentant du SNPDEN, il y avait une demande forte venue du terrain de la part des chefs d'établissement qui attendaient une parole en réalité. Parce qu'en fait, les textes étaient quasiment déjà là, mais il fallait une parole et cette parole, elle est arrivée. Je ne pense pas que ce soit politique, je pense que c'était une nécessité. Alors, c'est une émergence, effectivement, ces tenues religieuses ostentatoires qu'on a observées et signalées en 2010 dans plusieurs établissements. Je cite un phénomène expliqué entre autres par une évolution significative au sein de la jeunesse de la place accordée à la religion, une vision à l'anglo-saxonne de la laïcité, disent certains analystes. Qu'en pensez-vous, Yanis Roder ? Oui, je crois qu'on est vraiment dans cette vision anglo-saxonne du chacun fait ce qui lui plaît et finalement, pour reprendre le slogan publicitaire d'une grande marque de fast-food, venez comme vous êtes. Sauf que la République française ne s'est pas construite sur le même modèle que les États-Unis d'Amérique ou que le Royaume-Uni et qu'effectivement l'école de la République, du fait de son espace laïque, eh bien, est un espace de respiration. C'est un espace où les enfants, justement, ne sont plus uniquement les enfants de leurs parents, ils deviennent les élèves qui construisent leur autonomie, au sens de l'autonomie du sujet, ils construisent leur libre arbitre en laissant à la porte, si vous voulez, ce qui les détermine en premier lieu. Alors, on ne les abandonne pas, on n'abandonne pas ces déterminismes, évidemment, totalement, puisqu'on ne peut pas le faire, mais en tout cas, en mettant de côté ce qu'ils pensent les déterminer, de manière à se mettre en position de s'ouvrir, de découvrir et peut-être de saisir, s'ils le souhaitent, l'offre d'émancipation qu'apporte l'école de la République. Alors, deux tenues dont on parle assez fréquemment dans cette rentrée, même voire tous les jours et tout le temps, c'est l'abaya et le camis. Le Conseil français du culte musulman estime qu'il s'agit d'une mode et non d'une manifestation religieuse. Que répondre à cela déjà ? Olivier Beaufrère, un avis ? Il y a eu très certainement un effet de mode pour peut-être certaines jeunes filles et certains garçons, mais nous avions effectivement des élèves qui, eux, étaient particulièrement porteurs d'une tenue qui était une tenue plutôt orientée religieusement, culturellement, comme on a entendu. La certitude, c'est qu'il fallait à tout prix qu'on puisse réagir et qu'on puisse intervenir. Je pense que c'est ce que nous avons fait, vu qu'en cette rentrée, il y a relativement peu de remontées, et on a l'air d'être dans une situation qui est plutôt une situation peut-être apaisé, j'oserais ce terme. Apaisé parce que peut-être justement le ministre Gabriel Attal a mis des mots et donc a porté un décret. Alors, on a surtout une note de service, pour être relativement précis, et nous nous sommes peut-être sentis moins seuls, moins isolés, et le fait aussi de communiquer a fait également peut-être que certaines familles se sont un peu plus engagées peut-être en direction de leurs enfants, et nous nous sommes sortis peut-être collectivement également touchés, peut-être aussi que les équipes pédagogiques se sont senties plus rapprochées peut-être. L'année dernière, on était surtout à la manœuvre, je dirais, au niveau des entrées avec les CPE, les personnels de vie scolaire, les personnels de direction. On était vraiment en première ligne et on était parfois un peu isolés. Là, on a eu de vrais appuis, des cellules laïcité, des structures par les directions académiques, par les rectorats. Donc, on a vraiment senti un élan fort et collectif et c'est ce que nous attendions. Revenons sur ce vêtement précisément. Gilles Kepel disait sur Sud Radio que ce n'est pas un vêtement religieux, l'abaya. Qu'en pensez-vous, Yanis Roder ?
Si Gilles Kepel, qui est grand spécialiste de la civilisation contemporaine musulmane et donc de l'islam, le dit, c'est vrai, oui, bien sûr, ce n'est pas un vêtement religieux, mais le problème n'est pas là. La loi n'interdit pas le port de vêtements religieux, la loi interdit le port de vêtements qui amènent immédiatement à se faire reconnaître par son appartenance religieuse. Vous savez, le CFCM, dont vous avez parlé précédemment, dit qu'il n'y a pas de vêtements religieux. Oui, pardon. Il dit qu'il n'y a pas de vêtements religieux, ce qui veut dire que le voile, dont tout le monde sait qu'il est interdit, n'est pas un vêtement religieux. Et en fait, c'est la manifestation de la religion qui est interdite, quel que soit le vêtement. Mais alors justement, je trouve que c'est une zone assez grise. Plusieurs professeurs ont témoigné de la difficulté de juger justement ce qu'est une abaya, ce qui ne l'est pas, ce qui est un vêtement religieux, ce qui ne l'est pas. Comment fait-on? Est-ce que vous avez eu justement un retour de ça à la fois pour les professeurs, pour les parents aussi et bien sûr le directeur d'établissement? On a systématiquement le problème sur tous les types de pneus. À partir du moment où on veut légiférer, je pense que ce terme n'est pas le terme a priori adapté, effectivement on se rend compte qu'on est véritablement rapidement, on atteint des limites. Aujourd'hui, il est certain que il ne faut pas que l'on puisse finalement identifier la religion d'une personne. Moi, j'ai la phrase habituelle, je dis toujours, tu ne connais pas ma religion, je ne connais pas ta religion, mais je ne mets pas d'effet ou je ne mets pas de symbole ou de signe qui va effectivement permettre de le savoir. Ce qui nous semble important, nous, c'est que lorsqu'on est dans un établissement scolaire, dans une classe, eh bien, on est devant nous des élèves qui vont être bien sûr totalement différents, mais qui sont là pour vivre ensemble, pour apprendre ensemble, et qui effectivement ne marqueront pas, ne permettront pas peut-être de définir une religion. Il faut à tout prix qu'on sache sur cette laïcité. Pourquoi c'est grave de voir la religion ou d'imaginer la religion de quelqu'un en face? Ce sont peut-être les principes même de notre laïcité. À savoir qu'effectivement, on vient pour vivre tous ensemble, pour travailler tous ensemble, pour apprendre tous ensemble, pour grandir tous ensemble. Et je pense que l'idée, elle est là. Et ce sont les fondements même, actuellement, effectivement, de notre laïcité dans nos établissements scolaires. 513 établissements ont été identifiés comme potentiellement concernés par cette question, justement, des personnels formés sur la laïcité et ont été positionnés, a indiqué Gabriel Attal. Donc on peut se poser la question, effectivement, de cette police du vêtement, mais dans les deux cas, à savoir l'État qui envoie des contrôles dans les établissements et à la fois l'abaya qui peut être considérée comme un objet de soumission à la religion. Écoutez, sur mon lycée, j'ai 1300 élèves, 1300 entrants. On a des jeunes filles qui arrivent, qui retirent leur voile, qui rentrent, pour lesquelles ça se passe sans aucune difficulté. On a 2-3 jeunes filles qui ont peut-être une attitude un peu plus marquée. On a également des jeunes qui peuvent avoir parfois une croix qui apparaît plus. Donc effectivement, on est juste effectivement sur, voilà, vous rentrez tel que vous êtes, mais d'une manière qui va être une manière pour nous laïque. Yanis Roder, cette question effectivement de la police, dans les deux sens en fait, la police du vêtement, une réponse? Oui, je crois qu'effectivement, quand il y a police du vêtement, elle vient plutôt du côté de ceux qui pensent qu'il faut invisibiliser les femmes parce qu'elles seraient provocatrices par essence en permanence, ce que ne seraient pas les hommes, et d'ailleurs ce qui qualifierait les hommes de prédateurs potentiels. Donc c'est quand même cela qu'il faut voir. Si police du vêtement il y a, c'est quand on impose le port de quelque chose. Ce n'est pas quand on essaye d'expliquer à des jeunes filles que quand on vient à l'école, on n'affiche pas son appartenance religieuse de manière à se mettre d'abord soi-même en position de recevoir tous les enseignements, c'est-à-dire de signifier à la fois à ses camarades assis avec elle en classe, mais aussi aux professeurs que ces élèves sont prêts à recevoir tous les enseignements. Imaginez que vous êtes en classe avec 5, 6, 10 jeunes filles qui portent des vêtements qui permettent de reconnaître leur appartenance religieuse. Que va penser le professeur? Que vont penser les autres élèves s'ils vont à l'encontre de ce qu'ils pensent que ces jeunes filles vont croire? C'est une manière de faire pression et c'est aussi une manière de faire du prosélytisme. Donc faire enlever ces vêtements qui permettent de reconnaître l'appartenance religieuse à ces jeunes filles, c'est tout sauf une
police du vêtement, c'est plutôt la possibilité justement de l'apaisement et de la sérénité au sein de l'école. Alors justement, la laïcité n'est pas une contrainte, c'est une liberté. Comment faire entendre juste cette phrase qui retentit, qui paraît assez claire, assez simple, quand on l'a dit en interview pour tout le monde, et en même temps, forcément, la plupart des étudiants disent, mais enfin, justement, si j'ai une liberté, ma liberté de choix, c'est de m'habiller comme je veux, peu importe que j'ai ma religion ou pas à l'école, ma religion à la sortie de l'école. Comment faire entendre cette chance que peut être la laïcité? Yanis Roder. Je crois qu'il faut être pédagogue, évidemment, et ça c'est le métier des profs, c'est notre métier. Et il faut expliquer aux élèves que l'école de la République, elle s'est donné deux missions principales. La première, c'est bien sûr la transmission des connaissances. Mais la deuxième, c'est de faire partager les valeurs de la République, ce qui signifie en réalité, comme le disait Ferdinand Buisson, faire des républicains, c'est-à-dire faire comprendre aux élèves tout l'intérêt de la pérennisation de notre modèle politique, la République. Et pour cela, elle dit, la République, le temps de l'école, vous n'êtes plus l'enfant de vos parents. Enfin, vous n'êtes plus uniquement l'enfant de vos parents. Vous êtes aussi un élève. Et là, vous allez vous construire de manière autonome. Et justement, c'est là que vous allez pouvoir être libre. Pourquoi? Vous avez des élèves en face de vous. Vous pouvez leur demander, et je le fais, qu'est-ce qui fait qu'on est croyant ou pas croyant? Et les élèves le savent, hein, c'est la famille, ce sont les parents. Et bien justement, l'école, elle dit, vous n'avez pas choisi de croire ou de ne pas croire, puisque ce sont les parents qui ont transmis. L'école, elle va vous faire d'autres propositions, et vous en ferez ce que vous voulez. Là, voici la liberté qui est offerte par la laïcité. Alors, se dégager de tous les déterminismes. Je l'entends tout à fait, Yanis, et c'est vrai que c'est très intéressant, mais c'est valable pour les enfants de 8 à 10 ans. Quand on a 13, 14, 15 ans, on peut dire en classe très clairement à son prof, non, moi je l'ai choisi, j'ai choisi ma religion. Et qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, sauf que juridiquement, ce sont des gens qui sont encore mineurs et qui ne sont pas encore citoyens de plein droit. Et c'est pour ça qu'on peut porter ce que l'on veut à l'université, puisqu'à l'université, une fois terminées les études secondaires, les gens sont des citoyens de plein droit. Tant qu'on est dans le cadre scolaire, on va considérer, même si ce n'est pas le cas pour quelques élèves qui effectivement ont 18 ans avant de passer le bac, mais on va pas faire des exceptions au sein de l'école, eh bien on considère que dans l'enseignement primaire et secondaire, nous sommes face à des citoyens en formation qui n'ont pas achevé leur formation et qui l'achèveront une fois le bac passé. Pape Ndiaye avait refusé d'établir un espèce de catalogue de la Redoute, selon ses mots, de tenues portées par les élèves, et avait demandé au chef d'établissement justement de trancher au cas par cas. On en avait parlé ensemble, c'était vraiment très difficile pour les chefs d'établissement et on le comprend. Est-ce que l'État a trop longtemps laissé faire finalement, laissé seul le personnel éducatif ? On a eu finalement une année scolaire compliquée, difficile. Il fallait à tout prix qu'on ait effectivement, alors non pas un encadrement, mais un appui. Il fallait qu'on sente véritablement derrière nous, les chefs d'établissement, les équipes dont j'ai parlé tout à l'heure, surtout sur les entrées et les sorties d'établissement, qu'on ait derrière nous vraiment une parole que l'on pouvait prendre comme étant pour nous un point d'appui. Un point d'appui voulant dire une ligne qui était une ligne relativement claire. Si je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, nos élèves y viennent et ils sont là finalement pour apprendre un métier, pour avoir un statut d'élève. Et pour devenir citoyen. Et voilà, et pour grandir et construire son avenir en partageant avec les autres. Et ça, c'était véritablement ce qu'on attendait. Sur cette rentrée, on a eu un positionnement collectif commun. C'est ce que nous voulions. Si on avait eu un autre type de décision, on l'aurait appliqué. Mais là, on voulait vraiment une position qui est claire pour l'instant. Le cabinet de Gabriel Attal a fait parvenir une liste de 8 établissements où pouvaient se rendre justement les journalistes le jour de la rentrée pour traiter spécifiquement ce sujet. Est-ce que le sujet de l'abaya est une sorte de diversion, je pourrais dire, pour ne pas aborder finalement les autres mots, MAUX, de l'école? Écoutez, pour l'instant, on est en train de finaliser la rentrée. Voilà, globalement, là, on est rentré quand même. On est en train de finaliser les dernières affectations d'élèves, les dernières places à trouver, les derniers enseignants nommés.
ça y est, on y est, on est parti. Il y a encore des enfants qui n'ont pas d'école ? On a encore quelques élèves sans solution, mais on a aussi des familles qui parfois ont attendu un petit peu tardivement, des élèves qui n'avaient pas eu leur bac et qui voulaient redoubler mais qui ne savaient pas trop. Donc voilà, donc on est en train, je dirais, de travailler. Nous, pour notre part, on a une enquête importante qui est en cours, qui est notre enquête de rentrée, qui donnera d'ici quelques jours une vraie photo véritable. On est à la manœuvre, on est au travail, les mots de l'école sont là. On a l'air aussi d'avoir un engagement d'une nouvelle équipe, d'un nouveau ministre. Donc il faut à tout prix qu'on voit comment ça va être suivi des faits. Le plan de formation à la laïcité lancé en 2021 pour les personnels scolaires, il a été fait, mais seulement 250 000 agents sur 1,5 million ont été formés. Pourquoi ? On va poursuivre parce qu'il faut se rendre compte aussi que former un aussi grand nombre de personnels en si peu de temps, ça peut être également un petit peu tendu. Les chefs d'établissement ont eu l'année dernière plusieurs séances, des colloques, des webinaires sur ce sujet. Phare va être développé effectivement sur les lycées. On va également avoir des référents laïcité qui vont être nommés. Donc voilà, donc on est aussi un petit peu en attente. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Maintenant, on attend effectivement les textes pour pouvoir mettre en place. Alors ce sujet effectivement qui revient donc, dans toutes les bouches, abaya, camis et autres tenues religieuses, vraiment Yanis Roder a déclenché un tollé sur TikTok et sur d'autres réseaux sociaux. Beaucoup d'élèves, d'étudiants, de jeunes crient au scandale. Comment pouvoir leur parler aussi en dehors de l'école et auprès des familles? Quels sont les mots peut-être pour les parents, de manière à ce qu'ils puissent avoir un échange avec leurs enfants? Et peut-être, est-ce que c'est à eux, finalement, c'est eux qu'il faut éduquer? Vous savez, je crois qu'il faut sans cesse rappeler ce qu'est la République française, comment elle s'est construite, contre qui et contre quoi aussi elle s'est construite. Rappeler cette histoire qu'on ne fait pas assez, rappeler, que la République, elle s'est d'abord construite contre la monarchie, laquelle avait pour principal et pour pilier principal l'Église, c'est-à-dire le religieux, la religion, que tout cela, nous en sommes séparés, et c'est heureux, et que effectivement, dans ce cadre-là, la conception française n'est pas une conception anglo-saxonne. Vous avez des espaces qui appellent une certaine neutralité. Alors la neutralité, c'est d'abord celle de l'État, mais effectivement, l'école appelle aussi d'une certaine manière, par le vêtement, la neutralité des élèves. Il faut expliquer effectivement aux parents, il faut expliquer aux élèves, ça c'est le rôle des profs, mais dans les familles, on a le droit de ne pas être d'accord. La République française est une démocratie. Et je me permets aussi de rappeler que la République française, elle reconnaît la liberté, elle assure la liberté de conscience et la liberté de culte. C'est-à-dire que les élèves ont toute liberté pour porter ce qu'ils veulent en dehors du temps scolaire. Entre 8h et 16h ou 16h30, ils sont à l'école. C'est là qu'on apprend qu'on appartient. On n'est pas seulement un individu, mais qu'on appartient à une communauté nationale, à une collectivité. Et donc, on va mettre en avant ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise. Mais une fois qu'ils ont quitté l'école, ils s'habillent comme ils veulent. La liberté de culte, elle est pleine et entière. Il faut expliquer en réalité ce qu'est précisément l'école et le temps de l'école. Alors, je rappelle qu'il y a quand même 12 millions d'élèves et que là, on parle quand même de 298 élèves qui sont arrivés dans cette tenue et 67 qui ont refusé effectivement de la retirer. Donc bon, il faut quand même rétablir la situation. Mais le problème, c'est que c'est un sujet qui revient, qui est redondant, qui est une problématique, et en tout cas pour l'État, puisque, évidemment, on a vu la mesure prise par le ministre de l'Éducation. Les avocats de l'association Action des droits des musulmans ont saisi le Conseil d'État et parlent de crainte de profilage ethnique. C'est un risque, Yanis Roder ? Alors j'avoue ne pas comprendre en quoi ce serait un risque. Qu'est-ce que ça veut dire profilage ethnique quand on parle d'un vêtement? Que sous-entend cette association? Que ce serait uniquement des gens qui appartiendraient à une certaine ethnie? Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, qui porterait ce vêtement. Et si ce vêtement est porté par une jeune femme pour des raisons religieuses et qu'elle est convertie à l'islam en étant native de Besançon, c'est ethnique? Ça n'a aucun sens.
D'autant que généralement les élèves embrigadés sont retirés des bancs de l'école et disparaissent malheureusement des radars. Donc est-ce que vraiment on peut imaginer, pardon de prendre un contre-pied, mais que cette nouvelle mesure, donc cette interdiction de l'abaya et du camis, vraiment va empêcher l'islamisme, donc l'intégrisme que l'on craint, puisque finalement il y a un lien, a priori. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'indicateur. On avait eu une très forte montée en puissance l'année dernière et particulièrement également au 3e trimestre avec des jeunes élèves de collège qui commençaient à être vraiment impactés. Pour l'instant, au moment où nous parlons, on a effectivement quelques familles et quelques élèves qui ne souhaitent pas faire leur rentrée. Mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas l'impression d'avoir une fuite importante d'élèves ou des élèves déscolarisés ou scolarisés, par exemple, d'enseignement à la maison. Pour l'instant, on n'a pas encore d'indicateur. Donc, on peut avoir la crainte, mais on n'a pas encore d'éléments tangibles. Et pas d'indicateur sur le fait que les élèves soient dans une défiance par rapport au personnel éducatif ? On a vu quelques messages TikTok qui pouvaient être inquiétants avant la rentrée. Globalement, pour l'instant, on n'a pas vraiment de retour à ce sujet. On ne voit pas particulièrement d'endroits où on est plutôt sur des actions isolées. Pour l'instant, des familles ou effectivement des petits groupes, mais on n'a pas l'impression d'avoir des groupes forts constitués qui seraient en complète opposition. Grâce à la rédaction et grâce à Emma et Laura qui travaillent avec moi, j'ai vu qu'en fin 2007, le Conseil d'État avait publié 2 décrets interdisant le port du turban sikh dans les établissements. Pourquoi est-ce que c'était moins retentissant selon vous, Yanis Roder ? Le principe est le même ? Parce que je pense que la communauté sikh en France est peu nombreuse et que tout simplement, et que l'alternative qui a été proposée, c'est-à-dire le port je crois que c'est le port d'une sorte de filet, a été et n'a pas donné lieu à des protestations véhémentes, comme on peut le voir aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais quand même dire quelque chose. Si la décision du ministre entraîne autant de commentaires, et notamment de commentaires de la part de jeunes sur les réseaux sociaux qui trouvent absolument scandaleux qu'on leur demande d'ôter leur abaya ou autres vêtements assimilables. Je ne les ai jamais vus, moi, sur les réseaux sociaux, s'élever contre finalement le fait qu'on renvoie une jeune fille chez elle parce qu'elle porte un crop top ou un jean troué. Ça veut bien dire que ce vêtement n'est pas un simple vêtement, c'est qu'il y a autre chose derrière. Je crois qu'il faudrait arrêter un petit peu de se moquer des gens. Merci beaucoup, merci Yanis Roder, merci beaucoup Olivier Beaufrère d'avoir été avec nous tous les deux pour parler de ce sujet qui revient en permanence dans l'actualité, ce sujet de l'interdiction donc du vêtement religieux ostentatoire au sein de l'école dans sa globalité. Merci à vous deux. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation, l'une des plus grandes difficultés pour un prof, c'est de réussir à intéresser ses élèves. Enfin, en tout cas, c'est souvent ce qui ressort. Pour redoubler, évidemment, d'inventivité, pour ne pas qu'ils s'ennuient, rendre le plus possible les cours accessibles à tous, peu importe justement l'ancienneté. Il n'y a pas d'âge pour revoir sa façon d'enseigner et on l'a beaucoup vu ici. Je suis ravie, pour en parler, d'accueillir Émile Lemaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien professeur des écoles, vous avez fait un tour du monde pour découvrir les méthodes d'éducation alternative. C'est en 2016, c'est ça ? C'est ça, 2016-2017. 2016-2017, et vous êtes également cofondateur de l'application Mathena et auteur de l'ouvrage « Motiver les élèves, 20 pratiques pour enseigner autrement ». Alors, pardon, mais qu'est-ce que c'est exactement que la motivation ? Comment on pourrait la décrire ? La motivation, il y a eu plein de définitions qui ont été données. On va donner parfois des synonymes aussi qui sont repris dans certaines enquêtes. Parfois, on va dire que c'est l'intérêt des élèves. Mais globalement, c'est la force qui va être consciente ou inconsciente, en tout cas interne à l'élève ou à n'importe quel individu, et qui va pousser l'individu à apprendre, en l'occurrence, puisque c'est ça qui m'intéresse ici. Et c'est ça qui va déterminer aussi l'intensité de son engagement dans la tâche et
à quel point il va pouvoir persévérer dans cette tâche, à quel point il va pouvoir atteindre des objectifs qu'il s'est donnés. Donc plus la motivation est importante, évidemment, plus on va pouvoir atteindre ces objectifs. Et la motivation, elle peut être là, déjà présente, ou alors elle est forcément faite par son entourage, ses parents, ses profs. Il y a un autodéterminisme aussi? Comment ça se passe? Elle va résulter à la fois de caractéristiques qui sont internes, propres à l'individu, et ensuite de son environnement. On sait que, par exemple, au collège, les élèves, globalement, d'année en année, sont de moins en moins motivés. Ça, ce sont des études nationales qui sont faites, qui nous le disent. Mais particulièrement, les élèves qui sont de milieux sociaux moins favorisés sont de moins en moins motivés. Donc, il y a des éléments de l'environnement qui contribuent à faire qu'on soit de moins en moins motivé, effectivement. Alors je disais, vous avez fait un tour du monde pour voir quelles étaient toutes les méthodes d'éducation alternative, et puis j'imagine aussi pour voir de très beaux paysages, j'en doute pas un seul instant. Mais est-ce que c'est ça qui vous a permis d'écrire ce livre et qui vous a motivé justement à l'écrire, motiver les élèves, 20 pratiques pour enseigner autrement? Alors après ce tour du monde, j'avais écrit un livre qui s'appelle L'école autrement, qui est paru aussi aux éditions Retz, et qui était plus un livre qui détaillait ce que j'avais pu voir comme pratique à l'étranger, aussi la réflexion que j'avais eue entre mon départ, qui était plus et les questionnements que j'avais au départ dans mon voyage, qui était plus de me dire qu'est-ce qui fait qu'on réussit plus ou moins dans un pays scolairement, et à la fin mon questionnement qui était devenu qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins motivé dans certaines écoles, puisque j'avais constaté que dans des pays comme par exemple la Finlande, alors certes il y avait un taux de réussite qui était plus important dans des enquêtes internationales comme PISA, pour autant les élèves n'étaient pas forcément tous très motivés, et à l'inverse dans d'autres écoles comme j'avais pu en voir en Nouvelle-Zélande, on avait des élèves qui étaient à la fois performants scolairement et motivés par leur travail, qui allaient très loin dans leurs travaux, quoi. Alors qu'est-ce qui fait justement, forcément, j'aimerais savoir quelles sont les réussites, pourquoi un pays fonctionne et moins l'autre? Alors là, pour la Finlande, c'était pas tout le pays, c'était une école qui était certes publique, mais qui était quand même un peu spéciale, qui n'existe que à Christchurch. En tout cas, ce qui fait qu'on est motivé de manière générale dans la vie, a priori, c'est 3 choses. Déjà, il faut que les activités qu'on nous propose, on puisse d'une certaine manière les choisir. En général, on réussit mieux quand on se dit tiens, je vais faire du tennis, j'ai très envie de faire du tennis, que quand on nous impose d'apprendre un truc. Ensuite, c'est le fait de se sentir compétent dans ce qu'on fait. Donc, il y a même certains chercheurs qui considèrent que c'est ça le plus important, que même si on nous impose quelque chose, tant qu'on arrive à se sentir compétent dans cet apprentissage, on va finalement développer une motivation pour cet apprentissage-là. Et enfin, on a besoin de se sentir appartenir à une communauté, à un groupe. Souvent, on va dire, moi j'arrive mieux à apprendre quand je travaille à plusieurs. Donc voilà, il y a ces 3 choses, le besoin d'autodétermination, besoin de compétences et besoin d'appartenance sociale qui sont importants pour être motivé. Et la confiance en soi aussi, peut-être ? La confiance en soi, je pense qu'elle découle du fait de se sentir compétent. Je pense qu'en général dans la vie, plus on fait un truc et plus on y arrive, plus on a confiance en soi. Oui, mais la compétence, malheureusement, on ne la connaît pas. C'est toujours le cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est petit, on n'a pas forcément confiance. Et c'est pareil, de savoir qu'on est bon quelque part, c'est pas toujours évident. L'éducation positive, et d'ailleurs, on le voit, c'était ce qui est inscrit sur le bouquin, l'éducation positive prône cela, mais c'est pas toujours ce que l'on retrouve en France dans l'instruction classique française, école publique, école privée sous contrat. Oui, non, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui, justement, les 3 points, là, besoin d'autodétermination, de compétences et d'appartenance sociale, c'est pas des choses qu'on trouve systématiquement dans les écoles. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai tenu à écrire ce livre, suite à mon expérience à travers ce tour du monde et aussi en classe, puisque j'étais prof dans le 19e arrondissement. Oui. Moi, je me demande quand même combien la contamination de la lassitude des professeurs engendre la lassitude des élèves. Parce qu'on a tous été à l'école, on est tous tombés sur un prof investi, qui avait le feu, qui parlait bien, qui parlait fort, qui nous embarquait, qui avait prévu des choses, qui avait des idées. Et on est tous tombés sur celui qui était déprimé, qui était las et qui en fait était là pour être là. Moi, je me dis, ok, les enfants, d'accord, motiver les enfants, d'accord, mais peut-être motiver les profs en premier lieu, parce que je pense que les profs influent sur les élèves. Je sais pas si c'est à faire en premier lieu, mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il faut que les profs soient motivés. De toute façon, ce qui fait qu'un enfant est motivé, c'est la même chose que ce qui fait qu'un adulte est motivé. Donc, si un adulte n'a pas le choix de l'école où il va travailler, n'a pas le choix de ce qu'il va pouvoir enseigner, n'a pas l'impression d'être isolé, de ne pas travailler avec des collègues et se sent incompétent dans ce qu'il fait parce que de toute façon, il n'est pas formé, puisqu'on n'est pas formé à la pédagogie en France, c'est sûr qu'on n'est pas sur ce qui va pouvoir amener les profs à être motivés non plus, quoi.
Et ça n'aide pas les élèves. Vous dites ils ne sont pas formés à la pédagogie, les profs en France? Quasiment pas. Vous l'avez vécu en fait quand vous avez été... Oui, et je dis pas que c'est pas la faute des INSPE, puisque eux, ils dispensent les heures qu'on leur permet de dispenser, mais enfin on passe un concours, on est mis directement en classe à mi-temps et on a des heures de formation à côté. Pour donner un exemple, moi j'étais donc en classe de maternelle la première année, donc j'ai eu que des cours pour enseigner en maternelle, c'est-à-dire que je n'ai pas appris à enseigner à des élèves plus grands. Et dès l'année d'après, j'étais avec des CM1. Donc c'est pas la faute de l'INSPE, mais en tout cas, on a un système qui fait que pour plein de métiers, il faut être formé. Pour faire médecine, il faut être formé. Pour être prof, il faut faire... moi, j'avais fait des études de droit. Donc j'ai juste passé ensuite un concours et paf, je suis en classe. Et encore, la situation s'est améliorée, puisque sous Sarkozy, on avait carrément supprimé toute forme de formation. Là, il y a les formations, mais les profs disent qu'ils n'ont même pas le temps de les faire, très souvent. Pour ce qui est de la formation continue, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas forcément aller en formation. Aussi parce qu'on ne peut pas choisir sa formation. Il y a Constellation français maths. Faut faire ça et puis c'est tout. Mais sinon, pour la formation initiale, qui est quand même importante aussi, il n'y a pas grand-chose. On va quasiment pas en classe. On va quelques jours pour observer des profs et c'est à peu près tout. Vous parlez donc de ces 20 pratiques pour enseigner autrement, justement. Donc ça, c'est en fait un livre, évidemment, à destination du personnel éducatif, des profs, mais aussi des parents, aussi des élèves, pour pouvoir comprendre aussi, parce que je pense que c'est un système tripartite, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse comprendre aussi sa propre motivation et celle des autres, donc j'imagine, pour pouvoir recevoir au mieux ces conseils. Là, les lecteurs, vu la maison d'édition, ça va être des profs du primaire, puisque RED s'adresse aux profs du primaire essentiellement. Après, évidemment, ça peut intéresser d'autres gens. Mais je vois qu'il y a une grosse frustration de beaucoup de profs qui est de se dire moi je donne mon cours de français, j'ai beau être le plus vivant possible, préparer mes cours, me donner à fond, et j'ai des élèves qui ne sont pas motivés. Et donc c'est très frustrant, mais finalement quand même un des trucs qu'on apprend avec les études qui ont pu être faites notamment par Deci et Ryan, des Américains, sur la motivation, c'est que de toute façon tout le monde ne va pas être intéressé par tout. C'est assez logique en fait. Et ça c'est ce que n'importe quel adulte se dit, mais finalement à l'école on ne prend pas ça en compte, on se dit pas tiens, et si on permettait un peu aux élèves d'avoir une marge de manœuvre, ne serait-ce que, comme j'ai vu en Finlande, d'avoir des temps tous les jours pour travailler des projets personnels. Alors pas, on n'est pas chez Oui, donc c'est pas faire n'importe quoi, mais c'est juste apprendre aux élèves à monter un projet à plusieurs, à tenir des objectifs, etc. Et donc si déjà les élèves ils avaient un petit peu un temps pour travailler sur des choses qui leur tiennent à cœur, sans doute qu'ils seraient un petit peu plus enthousiastes à l'idée d'apprendre. Je vous recommande donc chaudement le livre d'Émile Lemaine, paru chez Retz, Motiver les élèves, 20 pratiques pour enseigner autrement. Les pratiques qui permettent justement de s'ouvrir un peu au monde, voir ce qui se passe ailleurs, récupérer le meilleur dans tous les pays et puis penser l'école autrement, penser la motivation peut-être autrement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. Merci. Tout de suite, c'est l'heure de votre chronique, Loïc. Loïc, on va parler d'une application qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux tout au long de l'été, c'est rencontreado.net. Et elle fait encore parler maintenant, cette application-là, aujourd'hui et sûrement dans les semaines qui viennent. Une application et un site internet qui a révolté des milliers de parents et s'est même remonté jusqu'à la secrétaire d'État Charlotte Cobel. Rencontreado se définit lui-même comme, je cite, un site de rencontres gratuits pour les jeunes de 13 à 25 ans qui vous permettra d'accéder à de nombreux profils d'ados célibataires de votre pays ou région pour trouver... Oui, non, je suis d'accord. Oui, non, mais vous avez raison. Il y a déjà un problème, effectivement. Oui, pour trouver l'amour ou des amis. C'est ça. Non, parce que 13 ou 25 ans, ça va pas. C'est le 13 à 25 ans qui est un problème. Parce qu'il me semble, très humblement, je suis pas très spécialiste, mais à partir de 18 ans, on n'est plus un ado. Et puis, il y a une toute petite loi. Oh, rien du tout, une broutille. Mais quand même qui punit le détournement de mineurs et la pédophilie. Et là, mettre en rapport des adultes de 25 ans avec des jeunes de 13 ans, en amour... Enfin, en amis, ça va. En amour, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Oui, en plus, la passerelle est vraiment très, très, très fine. Oui. Surtout que les adolescents d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Eh ben non. Par rapport à notre époque, évidemment, les réseaux sociaux ont pris une place extrêmement importante dans la vie des jeunes, des vieux aussi, remarque. Il y a la culture des selfies, les influenceurs, les influenceuses avec, vous savez, ces codes beaucoup plus sexy que ce qu'on a connu nous, évidemment. Et c'est ainsi qu'on trouve sur cette plateforme des photos comme celle-là. Regardez, les postures sensuelles
les crop tops, les décolletés, le côté sexy assumé de plus en plus tôt. Et là encore, je vous ai choisi les plus soft. Et je vous rassure, hein, pour les hommes, c'est la même chose. C'est le règne des abdos en gros plan. Alors pour le coup, j'aurais pas pu être sur ce site. Des selfies devant le miroir, etc. Et donc, je suis pas sûr que si les parents savaient que leur ado se mettait en scène de cette manière-là sur les réseaux, ils seraient très d'accord et très contents. Et est-ce que les profils sont privés ? Alors, en théorie, oui, sauf qu'en fait, moi, ces photos-là, je vous les ai récupérées en allant sur Google, en tapant tout simplement « rencontre ado, profil, filles et garçons », et j'ai des dizaines de photos issues de ces profils qui sont tombées sur Google Images. Donc, au niveau de la protection des données, on repassera un petit peu. Et le problème, c'est que c'est un nid à pédophiles. Il y a nos confrères de BFM TV qui ont voulu voir ce qui se passait réellement sur la plateforme et donc ils ont créé un faux compte, le compte d'une ado de 13 ans et en quelques heures, ils ont reçu une dizaine de messages proposant des relations sexuelles ou demandant des photos intimes. Par exemple ça, regardez, « Tu voudrais, je te caresse et plus ?» Réponse de la jeune fille, « Mais j'ai 13 ans. » « Ça me dérange pas si tu aimes, » rétorque l'homme qui dit ensuite qu'il a 50 ans. Et donc, il est rentré sur le site avec un profil en disant qu'il en avait 25. Mais il en a 50. Quelle horreur. Et est-ce qu'on sait qui est derrière ce site ? Alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas une plateforme qui est née hier. Elle a commencé en 2006, donc ça date un petit peu. C'est un Belge, Thomas Mester, qui était lui-même adolescent à l'époque, qui l'a créé. Il est toujours aux commandes actuellement. Et lui, il se défend en disant que y a un système d'amis et qu'en fait, il ne peut pas empêcher des gens de 25 ans de devenir amis avec des gens de 13 ans. Et il dit surtout, et alors ça m'a révolté et j'ai failli brûler mon ordinateur quand j'ai lu ça sur Le Parisien, il dit, écoutez bien, on met une barrière, mais si vous la baissez, c'est que vous faites vous-même partie du problème. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si une ado accepte comme ami quelqu'un qui a 25 ans, elle est responsable de ce qui peut se passer derrière en termes de demandes sexuelles. Donc lui, il se décharge complètement. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour protéger nos enfants ? Alors, le problème, c'est que le gouvernement n'a pas de prise sur les entreprises privées. On le sait, on ne peut pas fermer une entreprise privée sous prétexte que, moralement, elle ne respecte pas un certain nombre de préacquis, et même dans les faits d'ailleurs. Donc la vraie question, c'est la façon dont Rencontre Ado modère sa plateforme. Donc il y a la possibilité de dénoncer les faux profils, d'alerter, et le site dit qu'il bannit une centaine d'utilisateurs par jour. Mais dans le concret, un pédophile qui se fait virer, il peut revenir avec un autre email, une autre adresse IP, d'autres fausses informations professionnelles et on ne pourra pas l'empêcher. Donc, quelques petits conseils, si je puis me permettre humblement. 1. Parents, vous faites attention à ce site et à la façon dont vos enfants se mettent en scène sur Internet. Vous devez les protéger, surtout les plus jeunes. Et donc savoir ce qu'ils font sur les réseaux jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. On peut hurler, on peut critiquer le gouvernement qui ne fait pas assez ci, pas assez ça, mais les parents sont quand même les premiers responsables. 2. Pour les mineurs, si vous recevez des messages à connotation sexuelle qui vous mettent mal à l'aise, il faut absolument d'abord en parler à vos parents. C'est absolument indispensable. Ensuite, vous allez sur la plateforme mise en place par le gouvernement qui s'appelle Pharos, P-H-A-R-O-S, et vous signalez le contenu ou l'utilisateur dangereux. Voilà. En tout cas, on vit dans un monde un peu de fou, donc en tant que parents que nous sommes, vous et moi, il faut qu'on soit absolument conscient que ça existe et donc être vigilant. À savoir que Google a retiré l'application de son Play Store il y a quelques jours. Ça avance, voilà. Ouais. Ça avance doucement. Oui. Il y a une prise de conscience en tout cas. Merci beaucoup, merci Loïc. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invité est Stanislas Soufouar-Hitner. Les auditions, elles arrivent comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, mon prof de chant me dit « Tiens, il y a des auditions, tu devrais auditionner. » Et en fait, au moment où il me dit ça, la prod me contacte et me dit « Ok, ton profil nous intéresse, envoie-nous des vidéos. » Et à ce moment même, j'allais juste partir en saison en tant qu'animateur dans le sud de la France. D'accord. Ouais, en tant qu'animateur pour ados et animateur sportif. Vraiment plein de métiers différents. Ouais, complètement. Et donc, du coup, en fait, j'ai passé en parallèle de ce début de saison toutes les auditions. Donc, je suis retourné sur Paris pour faire les auditions et les callbacks. Et du coup, j'avais pas de pression parce que du coup, j'avais mon taf à côté. J'étais dans un mood de saison en mode tu fais ton taf tranquille, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, c'est la vie, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Et la vie a fait que ça a fonctionné, donc merci. Et quand t'es pris, comment tu te prépares après ? Comment je me prépare ? Cours de danse, sport à fond, cours de chant à fond. Ce que tu faisais déjà finalement. Ouais, tu es déjà prêt en fait. Je ne sais pas si on est prêt toujours à ce genre de médiatisation très forte parce que ça a été
quand même quelque chose de fort. Et c'est une expérience vraiment incroyable. Donc, même si tu t'y prépares, tu peux te préparer au mieux, mais ce que tu vis, c'est vraiment intense. Et en fait, faut juste le vivre pleinement, quoi. Justement, tu arrives dans le château. Comment tu vis cette entrée Et ben moi, je me souviens, moi à l'époque, quand j'étais petit, j'ai des brefs souvenirs de cette émission avec le coach, en train de les voir courir autour du château. et en fait, je me dis, parce que moi, j'étais beaucoup, un peu hyperactif, donc je regardais pas trop la télé quand j'étais petit, mais j'ai quand même ce souvenir et je me dis, waouh, là, moi, je suis devant ce château emblématique. Et en fait, je vais faire partie de cette nouvelle saison, de ces nouveaux personnages qui ont marqué ce château. Et moi, maintenant aussi, je vais laisser ma trace dans ce château. Et en fait, de voir toutes les photos des promos d'avant, de voir tous les mots dans les toilettes qui sont emblématiques, où tout le monde écrivait. T'as laissé tes mots, toi aussi. J'ai laissé mes mots. Et c'est vraiment quelque chose de fort, sentimentalement parlant, et à vivre et à écrire aussi. Donc l'aventure, tu la vis bien. Je la vis super bien. Et l'après? Et l'après, je le vis aussi super bien. Ça a été quand même une fausse régularisée. Il faut redescendre tranquillement puisqu'on sort. Le compte Insta, il a explosé. Tu voulais devenir influenceur. Ouais, mais c'est pas mon but. Et après, les gens te reconnaissent dans la rue. Donc c'est vraiment... Voilà, faut pas se laisser emporter par tout ça. Puisque même si les gens te reconnaissent dans la rue, c'est pas ce qui te fera manger. En fait, je me suis dit, ça y est. J'ai été mis en avant, on sait qui je suis, on voit à peu près qui je suis, on sait comment je travaille, on sait quel est mon tempérament dans la vie de tous les jours, puisque c'est aussi à ça que ça sert. Ton projet était déjà en tête? Mon projet, cette émission a confirmé mon projet, a donné à l'artiste qui est en moi de la confiance. Et du coup, je me suis dit, OK, je veux faire ça, mais maintenant, le travail, il commence maintenant. Il ne faut vraiment pas se laisser sur « Oh, bah tiens, je vais prendre une photo. Oh, bah tiens, je vais faire ça. Oh, tiens, on m'a invité à cette soirée. » C'est très bien, mais il faut se servir de tout ça. Et c'est ce que je disais aux gens. Vous me voyez des fois sortir, parce que j'ai fait pas mal de soirées super intéressantes en sortant, mais ce n'était pas juste pour profiter. C'est aussi là où en fait, on fait le maximum de rencontres. Réseau, quoi. Exactement. Déjà très calculé. Tout est calculé. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Stanislas Soufois-Rittner pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Stanislas. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Comment on enseigne l'orthographe d'ailleurs? On utilise la dictée dès le début, à l'époque de Jules Ferry ou Oui, en fait, la dictée arrive assez tôt. Malheureusement, parce qu'effectivement, en tout cas, tous les travaux sur la question montrent que la dictée traditionnelle, au sens où on dicte un texte plutôt littéraire et où on a plutôt tendance à juste vérifier le niveau ou les compétences grâce à ça, ne fonctionne pas parce que ce n'est pas un outil d'enseignement, c'est plutôt un outil d'évaluation. Donc là, ce que vous avez dit, c'est que la dictée ne fonctionne pas vraiment. Alors la dictée traditionnelle, au sens où on dicte un texte et juste on corrige, ne fonctionne pas pour enseigner l'orthographe. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on apprend. On apprend par des règles, on apprend par la réflexion, notamment la réflexion grammaticale, et pas du tout par juste une vérification sur des textes. Vous insistez, vous me reprenez à raison sur l'expression dictée classique ou dictée traditionnelle, parce qu'en fait, il y a plein d'autres formes de dictée. Il y a l'autodictée, la dictée à l'adulte, il y a des dictées qui fonctionnent mieux que d'autres. Voilà, par exemple. Donc notamment, il y a ce qu'on appelle les ateliers métagraphiques, où par exemple... Là, il va falloir traduire. Tout à fait. Donc métagraphique, c'est le fait de faire raisonner les élèves sur des problématiques orthographiques. Et donc par exemple, on va faire une dictée du jour, avec une phrase par exemple, avec des difficultés auxquelles on a réfléchi avant quand on l'enseigne. Et on va demander aux élèves de réfléchir à pourquoi ils orthographient telle forme de telle manière. Mais l'objectif, c'est de mettre en avant et au centre la réflexion et pas juste la réponse. Parce que la réponse, en fait, on peut l'avoir sur une forme particulière. Et il suffit juste de changer le texte et les élèves n'ont plus la réponse. Vous disiez, Enzo, que vous n'avez pas bénéficié d'énormément d'accompagnement de la part notamment soit du ministère de l'Éducation nationale, soit de la part de l'État dans le cadre de la création de votre première entreprise. Mais l'accompagnement, vous l'avez trouvé chez 100 000 entrepreneurs. Qu'est-ce qui vous a justement donné envie de rejoindre l'association? Est-ce que c'est le fait de partager votre passion? Vous en parliez, Béatrice, tout à l'heure devant les élèves. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour vous, Enzo? Moi, ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, c'est justement que je voyais de plus en plus de jeunes qui étaient hyper intéressés par l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, en fait, concrètement, dans les lycées, on a rarement l'occasion d'avoir des intervenants en 100 000 entrepreneurs qui viennent nous parler, etc. Et je me suis dit, moi, justement, je me suis confronté à ces difficultés quand j'étais au lycée, quand j'étais en terminale, etc. Et c'était pas facile de faire ça tout seul. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de montrer aux jeunes que c'est possible de le faire, qu'on peut avoir de l'impact, qu'on peut entreprendre, même quand on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, qu'on est au lycée, qu'on n'a pas forcément d'argent pour entreprendre, qu'on a quelques connaissances, mais qu'on n'est pas expert dans aucun domaine.
c'est possible de le faire et qu'il y a des moyens de le faire. Et c'est vraiment pour donner aussi envie à ces jeunes de montrer que, voilà, déjà, il n'y a pas un seul type d'entrepreneuriat. Il y a plein de types d'entrepreneuriat qui existent différents. C'est-à-dire que ton boulanger à côté de chez toi, c'est un entrepreneur. Le gars qui gère Google, effectivement, c'est aussi un entrepreneur, mais il y en a plein qui sont différents. Et toi aussi, tu peux même être entrepreneur dans ta vie de tous les jours. Il y a plein de moyens de le faire. Donc c'était vraiment pour ça, pour redonner ce que moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir au lycée. Alors vous, l'innovation, eh bien, ce sont ces containers maritimes qui structurent votre école. Je sais que ça a été l'un de vos chevaux de bataille et que vous avez réussi à faire cette école pour le moins originale. Expliquez-nous. Disons qu'à l'origine, nous étions en syndicat scolaire depuis plus de 20 ans à 3 communes. Une des 3 communes a décidé de se retirer en 2017 et il nous fallait trouver une solution. Donc la première solution, c'était de continuer en syndicat scolaire avec la commune voisine. Mais bon, après diverses tergiversations, ils ont décidé de se retirer du projet. Mais nous, il fallait qu'on accueille pratiquement 60 gamins en maternelle. Donc on a choisi une solution innovante avec un architecte qui avait envie de porter ce projet, donc à partir de conteneurs maritimes dernier voyage. Donc ce sont un recyclage complet des conteneurs maritimes. On a une structure de 7 conteneurs qui font l'armature de l'école, qui sont reliés ensemble par une plateforme béton. C'est très, très innovant. Ça fait très longtemps qu'il y a un décalage entre la langue qu'on utilise au quotidien, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et la langue enseignée à l'école ou considérée comme étant normative. Et si vous prenez par exemple le nœud de négation, d'accord, donc on dit souvent qu'en français, il y a une double négation avec le nœud plus l'adverbe négatif. En fait, depuis, alors on a des... Ne pas faire quelque chose, tout à fait, etc. Ne pas faire quelque chose ou je ne veux pas manger, pour la chronique de faim. Voilà, la mayonnaise ou le ketchup. Si vous essayez de nous faire tourner la mayonnaise, vous allez échouer, Christophe Bettitoun. Voilà, et donc ce nœud négation-là, en fait, a disparu il y a très longtemps des usages du quotidien, et notamment il y a des attestations dans la bouche du futur roi Louis XIII, donc au début du XVIIe siècle, où l'enfant, donc de 3, 4, 5, 6 ans, ne produisait le nœud négation que moins d'une fois sur 2. Donc ça fait très longtemps en fait que cette négation, le nœud négation est facultatif. À l'heure actuelle, il a quasiment disparu de nos usages du quotidien en dehors d'écrits surveillés, mais on continue à enseigner comme c'était la seule forme légitime. Quand on fait une dictée ou une disserte ou je ne sais quoi, un examen. Donc en français, en fait, le nœud négation est facultatif. En français, dans l'usage considéré comme surveillé, on est censé l'utiliser de manière systématique. Vous avez d'autres exemples comme ça? Il y a les interrogatives, donc les formes de questions. Ah oui. Ça fait très longtemps qu'on dit aussi tu vas où plutôt que où vas-tu. Voilà, dans l'usage du quotidien. Et quand je dis à l'heure actuelle, si par exemple vous prenez en dehors du plateau qu'on a aujourd'hui dans nos conversations courantes, d'avoir un langage là on fait un peu attention à notre manière de parler, mais quand on ne se surveille pas, en fait, on a tendance à ne pas utiliser du tout où vas-tu. Et quand je dis pas du tout, c'est peut-être 1 ou 2% des questions qu'on pose. C'est vraiment très très peu fréquent en réalité. Et donc les enfants, dans leur usage du quotidien, ne connaissent pas cette tournure-là. Donc c'est pour ça qu'il faut sans doute l'enseigner à l'école, mais il faut partir du principe que c'est pas du tout dans leur compétence et leur connaissance au départ. Le résultat est là et il est magnifique. Vous avez dit que ça a pris un petit peu de temps en plus administrativement et en plus bien sûr il y a eu la Covid. Mais est-ce que vous avez été confronté à de la surprise, voire même à du scepticisme au début? C'est certain, quand ils ont vu arriver les carcasses des conteneurs prédécoupés pour faire la structure, les gens, en plus ces conteneurs étaient peints couleur anti-rouille, la couleur minium. Tous les administrés me disaient mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Bon, je ne faisais que reporter un projet qui avait été décidé dans l'ancien mandat, mais il a bien fallu le porter et aller au bout. Et au fur et à mesure de l'évolution, de l'habillage, de la restructuration, tout le monde maintenant est unanime sur la qualité de cette nouvelle école qui est quand même intéressante puisqu'on a 3 classes de 70 mètres carrés, une salle de motricité de 100 mètres carrés, un dortoir atypique entièrement dans un conteneur, et une salle évolutive pour les maîtresses et le personnel communal. Ces rencontres que vous permettez entre ces dirigeants d'entreprise et puis ces élèves permettent quelque part de dézoomer aussi cette question d'orientation à partir de la 4e. Les entrepreneurs sont volontaires pour venir parler de leur métier dans les collèges et les lycées. Ce sont des témoignages qui peuvent évidemment inspirer des jeunes, leur proposer aussi un autre modèle de ceux de leur entourage. Vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir un vrai impact ou en tout cas d'apporter une autre vision sur l'orientation des jeunes aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, on apporte une vision qui est essentielle sur l'orientation. Parce que comment voulez-vous vous orienter si vous n'êtes pas immergé dans le monde professionnel? Et donc nous,
on permet vraiment de faire ce lien entre l'école et l'entreprise pour que les jeunes se posent les bonnes questions. Donc oui, quand je vois les retours d'impact qu'on a auprès des jeunes chaque année, on voit que ces témoignages ont vraiment des effets très importants, à la fois sur leur perception du monde professionnel qui devient beaucoup plus positif, à la fois sur leur projection dans le monde, ils vont se poser des questions et ça va même débloquer un certain nombre de choses chez eux. Et voilà, donc oui, ces interventions, elles ont de l'impact. On a des jeunes qu'on retrouve ensuite qui nous disent voilà ce qu'ils ont fait grâce à 100 000 entrepreneurs, ça leur a ouvert beaucoup de portes. On fait aussi des ponts avec des entreprises, avec les jeunes. On permet à des stages de se réaliser. On permet aux enseignants aussi parfois de poursuivre des projets avec les entrepreneurs. Donc oui, ce qu'on fait en fait a énormément d'impact. Et on l'a mesuré en 2022, donc il y a toute une étude d'impact qui a été faite par un cabinet indépendant, le Social Lab, et qui montre vraiment que cette action, qui est pourtant une action courte, est une action qui a un impact. Et donc c'est pour ça que nous, on veut la généraliser à toute une génération chaque année. 650 000 jeunes chaque année vont rencontrer un entrepreneur d'ici quelques années. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Loïc. Avec grand plaisir. On vous retrouve quand? Demain. Et ben voilà. Ouais, avec en plus une nouvelle rubrique. Vous savez que maintenant il y a un agenda qu'on propose le vendredi. Ouais, très chouette d'ailleurs. Les meilleurs événements qu'on vous propose pour le week-end. Et puis il y a même un film demain que je vous propose qui sort mercredi. Pas de spoil, pas de spoil, on ne dit rien. C'est la fin donc de ce grand JT. Je veux remercier toute la rédaction, en particulier à la réalisation. Une équipe assez féminine en régie aujourd'hui, donc je le dis, j'aime bien. Voilà, la parité, souvent, ça fait du bien. Elisa Bernardo à la réalisation, au son Héloïse Merlin, au maquillage Laure Eudemont, Emma Ferré et Laura Gérard à la rédaction. Canal 217 sur Orange et Canal 247 sur Free et bien entendu schooltv.com pour nous retrouver. À demain, bonne soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.